Bonsoir et bienvenue à cette 4e soirée de la Semaine du cerveau qui porte cette année sur le thème de la santé mentale. Alors ce soir, il sera question de troubles anxieux, mais avant de vous parler du programme, j'aimerais vous dire quelques mots pour la soirée de demain. Donc demain, nous n'aurons pas de conférence scientifique, ce sera uniquement un spectacle humoristique avec François Mallet, qui vient de Paris pour nous faire son spectacle. Donc il va traiter du sujet de la santé mentale sur un ton un peu plus léger et humoristique. Mais ce soir, on va rester sérieux, et donc on va parler des troubles anxieux. Nous avons tous ressenti une grosse peur, du stress, une angoisse ou de l'anxiété. Mais à partir de quand cela devient-il problématique? L'anxiété constitue un état émotionnel complexe qui fait intervenir des circuits cérébraux en lien avec la régulation des émotions, le traitement de l'information et la réponse au stress. Alors, dans la première présentation, nous allons voir comment se manifeste l'anxiété au niveau des circuits cérébraux. Quelles sont les structures cérébrales qui jouent un rôle important dans la réponse à des stimuli perçus comme menaçants et comment des déséquilibres dans ces circuits neuronaux peuvent contribuer au développement de troubles anxieux. Et pour nous parler de ce sujet, nous avons la chance d'avoir Nathalie Ginovar. Nathalie Ginovar est professeure au département de psychiatrie et de neurosciences fondamentales de l'Université de Genève. Elle a mené des recherches au Centre d'addiction et de santé mentale de l'Université de Toronto. Et elle enseigne actuellement, elle dirige un groupe de recherche qui explore les bases neurobiologiques et les circuits neuronaux associés à des traits de personnalité comme l'impulsivité, la recherche de nouveautés et l'anxiété, ainsi que les mécanismes par lesquels ces traits favorisent la consommation excessive de drogue. Voilà, je lui laisse la parole. Alors bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, et merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc comme Madame Spiridon vous l'a dit, je vous parlerai aujourd'hui des circuits neuronaux de la peur et de l'anxiété. En effet, une des hypothèses prédominantes dans le domaine des neurosciences est que l'anxiété constitue en fait une peur pathologique qui est causée par un dysfonctionnement des circuits neuronaux qui contrôlent normalement la peur physiologique. Donc la peur et l'anxiété sont des émotions qui sont très liées, mais elles présentent tout de même quelques différences. Donc si on parle de la peur, c'est une réponse émotionnelle à une menace immédiate, qui est concrète, et qui est clairement identifiable. Elle est généralement de courte durée et elle est liée à un stimulus qui lui est très spécifique. Donc c'est une réponse émotionnelle normale qui nous permet de réagir face à un danger imminent et donc c'est une émotion qui est essentielle pour notre survie. L'anxiété, quant à elle, implique une réponse émotionnelle par anticipation d'une menace potentielle future. Et cette menace peut être clairement identifiée ou pas. Donc c'est une peur, parfois, qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc l'anxiété et la peur sont différentes en termes du stimuli qui va générer la peur, et aussi par le fait que l'anxiété est plus persistante et plus généralisée que la peur. Donc l'anxiété, comme la peur, c'est aussi une réponse physiologique normale à une situation de menace, et une anxiété modérée peut même présenter des avantages pour notre fonctionnement mental et physique. Elle peut être utile, par exemple, pour se mettre en action, pour se motiver et pour rester alerte et se motiver pour effectuer des tâches dont on n'a pas souvent forcément envie. Cependant, une anxiété excessive sur une longue période devient nuisible à la fois pour notre corps et pour notre esprit. Elle peut conduire, par exemple, à un épuisement physique, premièrement, mais aussi à une détresse psychologique
qui va altérer notre fonctionnement de tous les jours. Et cette détresse psychologique peut évoluer vers un trouble d'anxiété généralisée, une anxiété injustifiée, voire même à des crises de panique qui sont déclenchées par des événements qu'on pourrait considérer comme tout à fait normaux. Ainsi, si la peur nous vient d'un mécanisme de survie, se protéger de dangers qui sont potentiellement mortels, de nombreux troubles psychologiques liés à l'anxiété excessive dépassent cette fonction initiale et va entraîner des troubles de l'anxiété. Donc ces troubles anxieux ont tous à commun une émotion qui est la peur et des symptômes de réaction à une forme de menace. Donc en ce qui concerne les bases neurobiologiques de la peur, les premières études de Heinrich Klüver et de Paul Boussy ont eu une importance capitale pour notre compréhension des mécanismes neurobiologiques et des circuits cérébraux qui sont impliqués dans nos réactions de peur. Donc, dans les années 30, ces deux chercheurs américains ont mené des recherches afin d'étudier les effets comportementaux, émotionnels et sociaux chez le singe après une lésion des lobes temporaux, c'est-à-dire de la partie temporale du cerveau. Et ils ont ainsi pu observer que ces lésions entraînaient des modifications drastiques du comportement émotionnel et social chez ces animaux. Et notamment, ils ont pu observer que ces lésions entraînaient une perte de la capacité de ces animaux à manifester des réactions de peur. C'est-à-dire ces animaux qui, à l'origine, étaient des animaux sauvages, avec une peur très forte pour l'homme, devenaient pratiquement dociles et domestiqués, n'exprimaient plus aucune réaction de peur et de colère envers les humains. Et ce qui était particulièrement aussi intéressant de constater était que ces animaux ne manifestaient plus aucune réaction face à un stimulus qui est naturellement et de façon innée dangereux pour les singes, qui est la vue d'un serpent. Et ils étaient capables, après ces lésions bilatérales, de même manipuler et jouer avec des serpents, qui est un stimulus hautement aversif pour cette espèce. Ces travaux ont ainsi ouvert la voie à des recherches ultérieures qui ont affiné nos connaissances et qui ont permis, donc, d'une part, de faire le lien, d'établir un lien entre le fonctionnement des structures ou des contenus dans le lobe temporal de notre cerveau et la régulation d'émotions telles que la peur. Et des études ultérieures ont permis d'affiner ces connaissances sur les structures cérébrales impliquées dans la peur, et on a ainsi pu découvrir par la suite l'importance d'une petite structure qui est localisée au niveau du lobe temporal de façon bilatérale, qui est appelée l'amygdale et qui joue un rôle central dans les émotions, l'émotion de peur, et la réactivité, la réaction à la peur. L'importance de l'amygdale, plus spécifiquement, a été découverte il y a une trentaine d'années maintenant, grâce à une personne, une patiente, madame, que nous appellerons madame SM, qui souffrait en fait d'une maladie, la maladie d'Urbach-Witt, qui est une maladie congénitale, qui est très rare, et qui entraîne en fait une calcification des amygdales. Donc les amygdales ne fonctionnent plus dès la naissance. Et cette dame, on a pu constater, qui était parfaitement intelligente, souffrait en fait d'une absence totale de peur. Ce qui lui a posé d'ailleurs beaucoup d'accidents au cours de sa vie, et elle a même dû être placée sous protection à la fin de sa vie du fait en fait de sa prise de risque continuelle due à son absence en fait de peur.
Cette personne, malgré juste cette difficulté ou cette incapacité à éprouver la peur, pouvait, d'un autre côté, exprimer toutes les autres émotions, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, mais pas la peur. Par exemple, si on lui montrait des photos de visage, comme ici, exprimant différentes émotions, comme la joie ou la peur, mais aussi la colère ou la tristesse, Madame SM pouvait identifier, comme nous tous, une expression de visage qui pouvait exprimer la joie, mais elle était incapable de même comprendre l'expression d'un visage exprimant la peur. Et ces images la plongeaient dans un abîme de perplexité, parce qu'elle ne comprenait pas juste qu'est-ce qui arrivait à ce pauvre monsieur pour avoir ce visage. De la même façon, si on demandait à cette patiente de décrire verbalement des émotions, elle pouvait très bien décrire la joie, la peur, mais aucune compréhension de ce que pouvait être la peur. Et puis, de façon intéressante, pour illustrer un peu cette incompréhension, cette patiente était capable de dessiner, comme vous pouvez le voir, sans difficulté et même assez habilement, des représentations d'expressions, de visage, de joie, de tristesse, de colère, de surprise, de dégoût. Mais incapable de dessiner la peur. En fait, elle a expliqué qu'elle ne savait pas à quoi ressemblait un visage qui exprimait la peur. Et donc, elle était incapable de le dessiner. Donc, en fait, ces études ont révélé l'importance capitale de l'amygdale dans les expressions de peur. On sait aujourd'hui que l'amygdale, donc cette petite structure bilatérale localisée dans le lobe temporal du cerveau, et dont le nom vient du mot grec amande, du fait de sa structure, qu'on va le voir en amande, est impliquée dans le traitement des émotions, dans la mémoire émotionnelle et dans la motivation. Cette petite amande, en fait, est constituée de plusieurs groupes de noyaux, le noyau basolatéral, le noyau central et le noyau médial. Et ces noyaux, ce complexe amygdalien, reçoit en fait des informations de tous nos sens. La vision, le toucher, l'audition, l'olfaction, la parole. Elle reçoit aussi des informations qui viennent de tous les organes de notre corps. Elle intègre toutes ces informations sensorielles, environnementales, afin de donner une signification émotionnelle aux stimuli qui nous entourent. En retour, elle est connectée à d'importants centres dans notre cerveau auxquels elle va envoyer des messages une fois qu'elle a identifié la composante émotionnelle de stimuli environnementaux. Donc elle envoie ces informations, cette signification, à tout un tas d'autres structures cérébrales et même extracérébrales, afin de produire une réaction comportementale appropriée à notre environnement, et principalement une réponse aux stimuli qui sont menaçants pour l'organisme. Donc quand elle est stimulée, l'amygdale va ainsi produire des émotions intenses, et elle va permettre de médier une réponse comportementale à un danger. Et ces réponses comportementales, généralement, elles impliquent soit la fuite, soit la lutte contre le danger, soit une autre réponse possible, c'est aussi ce qu'on appelle une immobilisation, c'est-à-dire un freezing. Et donc ces réponses comportementales à la peur ne sont pas stéréotypées. On va tous répondre différemment à un stimuli menaçant. Et donc cette réponse, elle va dépendre de notre historique, de notre personnalité, etc.
Donc, on a parlé de l'amygdale. Je vais, avant de vous expliquer comment tout le circuit marche, je vais vous mettre en évidence les zones clés de notre cerveau qui sont impliquées dans cette réponse de peur face au danger. Puis, je vous expliquerai ce qui se passe en fait à l'intérieur de notre cerveau. Donc, on a vu le rôle de l'amygdale prépondérant dans la réaction de peur. Ensuite, il y a une structure très importante, comme nous allons le voir, qui s'appelle le thalamus, qui est situé à l'intérieur du cerveau et qui est le centre névralgique pour toutes nos perceptions sensorielles et notamment les perceptions visuelles et auditives. Donc le rôle du thalamus est vraiment d'analyser grossièrement, on va le voir, les stimuli visuels selon leur taille, leur forme, leur couleur, et les indices auditifs selon leur intensité ou leur dissonance. On a aussi des structures, hein, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une structure, mais le cortex du cerveau qui correspond en fait à l'écorce de notre cerveau, d'où son nom, qui a pour rôle de donner une signification plus précise aux perceptions, par exemple visuelles, pour le cortex visuel, ou aux perceptions auditives, ou pour le cortex auditif, etc. Donc on a des régions du cortex qui sont spécialisées pour pratiquement tous nos sens et qui vont permettre une analyse fine liée à chaque sens. Ensuite, nous avons l'amygdale et nous avons aussi une structure dont nous reparlerons par la suite, qui est l'hippocampe et qui est le centre de la mémoire de nos connaissances et qui va permettre de stocker justement toutes les connaissances, tout le savoir que nous avons. Et c'est une structure qui, on va le voir, est aussi importante pour tout ce qui est mémoire spatiale. C'est une structure qui nous permet aussi d'avoir la perception de la position de notre corps dans l'espace. Et vous avez aussi un système qui est très important, qui s'appelle le système hypothalamo-hypophysaire, qui est le système, en fait, qui va produire les hormones du stress, qui sont le cortisol et l'adrénaline. Et donc, maintenant que nous avons vu ces structures clés, que se passe-t-il lorsque nous sommes effrayés? Alors, la peur est déclenchée, par exemple, principalement par nos sens. Donc la vue d'un danger potentiel, comme un serpent, par exemple, est d'abord traitée par le thalamus, qui va filtrer les stimuli entrants et va les envoyer directement à l'amygdale. Si l'amygdale détecte une menace, elle va activer d'autres régions du cerveau, comme l'hypothalamus, une structure qui, comme on l'a vu, est importante pour le maintien de l'homéostasie et qui est responsable, via une action sur l'hypophyse et puis ensuite sur les glandes surrénales, va déclencher la production des hormones du stress, comme le cortisol et l'adrénaline. On a en parallèle de cette activation de production d'adrénaline par les glandes surrénales, l'activation aussi de notre système nerveux sympathique périphérique qui va surmultiplier cette production d'adrénaline. Et comme vous le savez tous, la production d'adrénaline va entraîner des réactions physiologiques de mise en alerte de l'organisme qui va le préparer en fait à une action immédiate, comme la fuite par exemple. Donc on va avoir plusieurs conséquences à cette adrénaline, une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, des augmentations de la ventilation.
on va avoir aussi une hyperventilation, une sidation, et puis le cerveau, en parallèle, va détourner son attention de processus coûteux, d'un point de vue énergétique, et inhiber d'autres fonctions non vitales comme la digestion ou la reproduction ou la croissance. Donc cette première, on va avoir aussi en parallèle, excusez-moi, une activation aussi de la musculature pour justement préparer les muscles à agir. Et tous ces mécanismes physiologiques vont induire une potentialisation de la réponse comportementale à la peur de fuite ou de combat. Donc cette première réponse, comme vous pouvez le voir, face à une menace, et qui est traitée par l'amygdale, est très très rapide, et surtout, elle est inconsciente. C'est comme une autoroute, et en fait, cette réponse comportementale, la première réponse, elle se produit avant même que vous ayez conscience que vous avez peur. C'est comme un réflexe. Et ce n'est qu'après que cette réponse inconsciente ait été mise en place que la réponse de peur va impliquer l'esprit conscient de notre cerveau, via une deuxième voie, qui part elle aussi de l'hypothalamus, en parallèle, et qui va transiter par le cortex visuel, par exemple, pour une menace visuelle. Et cette analyse du stimuli par le cortex visuel va permettre une analyse plus fine du stimuli visuel et d'informer l'amygdale si la menace est réelle ou pas. Et donc cette deuxième voie, qui est plus réfléchie et qui va permettre en fait de prolonger l'activité de l'amygdale ou bien de la stopper. Et c'est par exemple ce qui se passe quand vous êtes dans votre jardin et puis que d'un seul coup, vous croyez voir un serpent. Donc ça, c'est la voie courte. Et puis vous réalisez avec la voie longue que ce n'était pas un serpent, c'était juste votre tuyau d'arrosage. Et donc vous avez ces deux voies, courtes et longues, une courte qui réfléchit et qui est préconsciente, et ensuite une voie longue consciente qui vous permet d'analyser la situation réelle, identifier la nature de la menace et prolonger ou pas. Donc si c'était effectivement un serpent, on prolonge, le cortex va prolonger l'activité de l'amygdale. Si ce n'était pas un serpent, l'activité de l'amygdale est bloquée. Donc ce circuit lent, mais qui est précis, il va assurer une perception précise du stimuli, mais bien sûr, il va nécessiter beaucoup plus de temps. Donc parallèlement à ces deux circuits, longs et courts, le cerveau dispose aussi d'autres structures qui sont connectées directement à l'amygdale et dont nous avons parlé plus tôt, et qui vont aussi agir pour moduler l'activité de l'amygdale et donc moduler notre réponse à la peur. Alors il s'agit principalement du cortex préfrontal qui est impliqué dans la prise de décision, la planification, la cognition et qui est vraiment important pour le contrôle émotionnel et comportemental. Donc, dans la situation, par exemple, où une menace n'est pas immédiate ou dangereuse, le cortex préfrontal peut annuler l'activation de l'amygdale et donc annuler la réponse de peur. Une autre structure qui est vraiment très importante aussi est une structure qui s'appelle l'hippocampe et qui est directement adjacente. Ce sont deux structures qui se touchent pratiquement avec l'amygdale. Comme nous l'avons vu, cet hippocampe, il a un rôle majeur dans la formation et le stockage
de la mémoire de nos connaissances et dans notre mémoire spatiale. L'hippocampe est ainsi essentiel pour comprendre la signification d'un signal dans un contexte particulier. C'est lui qui va, en fait, donner le contexte dans lequel un stimuli est perçu. Donc, la réaction de peur, elle est modulée par ces deux structures. Donc, l'activité de l'amygdale est modulée, donc la réaction de peur, par le cortex frontal et l'hippocampe. L'hippocampe permettant donc de comprendre la signification d'un signal dans un contexte bien particulier. Donc, la réaction de peur, comme je vous l'ai dit, elle est modulée par ces deux structures et on va voir dans quelle mesure ça peut expliquer aussi certains troubles liés à l'anxiété. On sait que donc parallèlement au circuit court et au circuit long dont on a parlé, les régions préfrontales qui s'interconnectent ici avec l'amygdale, et en particulier deux sous-régions du cortex frontal. Je vous épargne les noms longs, mais le cortex ventromédian et le cortex singulaire sont deux sous-régions du cortex qui sont vraiment très très importantes pour moduler l'activité de l'amygdale. Soit en l'inhibant via la partie médiane, soit en l'activant par la partie singulaire. Et il a été émis l'hypothèse qu'en fait, l'hippocampe permet de comprendre la signification d'un stimuli dans un contexte particulier en régulant l'activité de l'amygdale, soit directement, soit indirectement via le cortex préfrontal. Et par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ça veut dire que selon le contexte, la réponse de l'amygdale à un même stimuli sera différente. Elle peut être activée dans un contexte sain ou sécure, sûr, ou inhibée dans un contexte qui est associé à une menace. Ainsi, par exemple, si vous voyez un serpent en vous promenant dans la forêt, vous allez avoir une forte activité de votre amygdale et vous allez percevoir ce serpent comme un danger. Le même serpent, vous allez voir aux zoo dans un contexte donc sécurisé, n'activera pas l'amygdale du fait de sa connexion avec l'hippocampe qui instruit l'amygdale que le contexte est sûr et donc que le serpent est dans ce cas-là plus une menace et vous allez avoir une inhibition de l'amygdale. De la même façon, ce mécanisme donc, de peur qui est contexte dépendant du fait de l'activité de l'hippocampe pourrait expliquer dans les troubles anxieux certains problèmes d'anxiété ou de peur dans des contextes particuliers pour certains, comme par exemple se retrouver dans les transports publics, qui peut générer une angoisse, une peur, sans qu'il n'y ait aucun signal qui puisse l'expliquer. Donc maintenant que nous avons vu ces circuits neuronaux qui sous-tendent la peur et les structures impliquées, quel est le lien avec l'anxiété? Alors, comme je vous l'ai dit tout au début, on pense que l'anxiété est une peur pathologique qui est causée par un dérèglement des circuits dont on a parlé. Et par exemple, un certain nombre d'études ont pu mettre en évidence des modifications du volume et de l'activité de certaines structures cérébrales qui sont cruciales pour la réponse à la peur. Par exemple, bien sûr, il y a de nombreuses études qui montrent que l'activité de l'amygdale, donc déjà son volume, est plus important que dans la moyenne ou que chez les individus non anxieux, et puis son activité est excessive, c'est-à-dire que la structure, les neurones, sont beaucoup plus actifs que dans la population normale, on va dire. On a aussi vu que
il y avait des anomalies, que ce soit en volume, au niveau du volume ou de l'activité, de régions comme l'hippocampe, comme le cortex préfrontal, qui sont là pour justement moduler, contrôler l'activité de l'amygdale, et puis anormalité aussi qui existe au niveau du cortex cingulaire. Donc en fait, dans les troubles anxieux, du fait de ces anomalies de fonctionnement, de structure qui contrôlent la réponse de l'amygdale, donc qui contrôlent la réaction de peur, ces altérations provoqueraient en fait une incapacité de ces circuits neuronaux à modérer l'activité de l'amygdale. Il est important ici de signaler que cette dysrégulation du circuit de la peur dans les troubles anxieux, elle est souvent multifactorielle et elle implique des interactions complexes entre les composantes du circuit cérébral, les neurotransmetteurs, la génétique et aussi des facteurs environnementaux. Donc le résultat final de ces altérations fonctionnelles est une régulation désorganisée de la peur avec une sensibilité accrue aux stimuli menaçants, au stress, une généralisation excessive de la peur à des stimuli qui ne sont normalement pas pertinents. Donc cette généralisation excessive de la peur, bien sûr, a des conséquences délétères sur l'organisme, avec tout un tas de symptômes physiques, notamment, qui sont liés aux concentrations hautement élevées dans le sang et sur de longues périodes des hormones du stress, comme l'adrénaline et le cortisol, et qui vont se traduire par une transpiration excessive, une oppression thoracique, un rythme cardiaque, une tachycardie, des douleurs musculaires aussi, parce qu'on a vu que l'adrénaline va mobiliser aussi les muscles. Et parallèlement à ces symptômes physiques, les troubles anxieux sont aussi associés à d'autres symptômes, comme des symptômes cognitifs et émotionnels, dont le prochain intervenant va vous parler plus précisément, ainsi que des approches thérapeutiques qui sont utilisées pour essayer justement de diminuer ces symptômes et pallier pour les déficits de modulation au sein des circuits neuronaux impliqués dans la peur. Je vous remercie. Merci beaucoup à Nathalie Ginovar pour cette présentation qui était très très claire. Alors on va passer à la deuxième présentation qui va parler des troubles anxieux. Donc les troubles anxieux sont parmi les troubles psychiatriques les plus fréquents. Ils touchent les gens de tout âge et impactent de manière significative la vie professionnelle et sociale. Ces troubles ne sont pas une fatalité et peuvent être traités. Alors on a beaucoup entendu parler des approches cognitivo-comportementales qui sont considérées comme l'intervention de premier choix, mais ces approches ne cessent de se réinventer et de s'améliorer pour mieux prendre en charge les patients. Et Paolo Cordera nous parlera ce soir des stratégies thérapeutiques ainsi que de ses apports récents. Alors, Paolo Cordera est psychologue et psychothérapeute. Il travaille depuis plusieurs années au département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève et il est actuellement psychologue responsable du programme des troubles anxieux au service des spécialités psychiatriques. Ses intérêts concernent les troubles anxieux et apparentés, la psychothérapie cognitivo-comportementale et les interventions basées sur la pleine conscience. Alors, bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. Non? Alors, je fais signe. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis
très content d'être là. Puis je discutais avant avec Nathalie, c'était assez intéressant, de discuter de nos respectives réactions au stress. J'espère de ne rien dévoiler de trop intime. Elle me disait, je me fige, je ne bouge pas. Alors que pour moi, c'est impossible de faire comme elle a fait. Je suis très admiratif, vraiment, voilà, impeccable. Moi, je vais bouger dans tous les sens. Donc, je vous autorise, à un moment donné, si je bouge trop, à m'abattre. N'hésitez pas à me plaquer, me jeter quelque chose. Bref, je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. Je suis très content et en même temps, je me sens très anxieux. Et puis, pour la petite anecdote, hier, en fin d'après-midi, l'une de mes collègues vient me voir dans le bureau et puis me dit « Ah, écoute, j'ai découvert que tu interviens dans le cadre de la semaine du cerveau. C'est trop cool. » Je dis « Cool, peut-être c'est pas le terme que j'aurais utilisé. » Elle me dit « Mais comment c'est pas possible, tu stresses ?» Je dis « Oui, je stresse beaucoup, je stresse énormément. » C'est un peu le comble, c'est un paradoxe. Tu t'occupes des troubles anxieux et tu stresses énormément pour donner cette présentation. C'est peut-être un comble, c'est un paradoxe, mais je pense que quelque part, c'est ce qu'on essaye en tout cas c'est ce que j'essaye de faire avec mes collègues, d'apprendre à nos patients. C'est une compétence qu'on essaye de développer, cette capacité qu'on a quelque part de tolérer, de apprivoiser, de cohabiter, comme voilà, deux colocataires qui peut-être s'apprécient pas trop, mais qui peuvent justement s'apprivoiser. Donc différentes émotions dont l'anxiété, malgré le fait qu'elle soit désagréable, parce que probablement c'est aussi en passant par là qu'on arrive à enrichir notre vie, à atteindre ces choses finalement qui sont importantes pour nous. Et un message, je vous le dis au début, comme ça si jamais vous vous ennuyez, vous endormez pendant la présentation, ça reste peut-être un peu. Le message que j'essaye de faire passer, c'est que dans le traitement, dans la thérapie, en tout cas cognitive et comportementale des troubles anxieux, plutôt que de réduire quelque chose, on essaye de rajouter des ingrédients. On essaye d'élargir, d'enrichir, de rendre la vie des personnes qui viennent consulter peut-être un peu plus riche en sens et en tout ce qu'ils souhaitent mettre. Voilà. Bon, semaine du cerveau. Le cerveau est au centre et on l'a vu, Nathalie nous a expliqué dans le détail tout ce qui se passe dans notre tête lorsqu'on a peur ou lorsqu'on ressent de l'anxiété. Bon, je suis psychothérapeute, malheureusement. Je ne peux pas ouvrir la tête des patients qui viennent consulter et directement modifier les mécanismes, les circuits qui sont impliqués dans leur réaction. Donc, quelque part, je vais vous parler à un niveau un peu différent. Donc, on va faire un pas de côté par rapport au cerveau et aux circuits cérébraux. Et on va s'intéresser à un niveau plus comportemental. On va parler beaucoup de contexte et de l'expérience de la personne qui finalement, c'est ça qu'on va aborder en premier quand les patients arrivent. On va s'intéresser à leur expérience. Qu'est-ce que ça veut dire s'intéresser à l'expérience? L'expérience, elle est faite selon les thérapeutes cognitivo-comportementales de pensée. C'est en fait ce qu'on se dit. Et lorsqu'on ressent de l'anxiété, on ne se dit pas toujours des trucs super agréables, on n'est pas toujours très soutenant avec nous-mêmes. On ressent des trucs, comme par exemple les choses que je suis en train de ressentir là, des sensations corporelles, donc, et puis on peut mettre des étiquettes émotionnelles dessus, peur, anxiété, et ainsi de suite. Ça, c'est l'expérience, mais l'expérience n'est jamais, on ne peut jamais comprendre vraiment l'expérience sans prendre en considération, et ça aussi Nathalie l'a bien dit, on ne peut pas s'extraire du contexte. On ne peut pas s'extraire du contexte, et puis on ne peut pas non plus ne pas s'intéresser à le comportement, à ce qui découle de ce lien. Donc, peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est que je vais partir de votre propre expérience, donc je vais vous proposer, si c'est OK pour vous, de juste fermer les yeux. C'est pas dangereux, hein, c'est promis. Juste fermer les yeux et puis juste porter l'attention à l'intérieur et juste noter ce qui est là maintenant, peut-être en termes de sensations corporelles, en termes de peut-être pensée. Est-ce qu'il y a du trafic en termes de pensée? Est-ce que les pensées circulent beaucoup en ce moment ou peut-être pas? Puis peut-être mettre une étiquette émotionnelle sur ce qui est en train de se passer maintenant. Et puis, tout en gardant les yeux fermés, je vous propose juste de vous remémorer, réévoquer à votre esprit les instants qui ont précédé l'entrée dans cet auditoire
et puis de vous repasser le film qui vous a conduit à prendre la place que vous avez maintenant, la place sur laquelle vous êtes assise maintenant, puis voir comment ce choix a été fait. Est-ce que déjà ça a été un choix ou peut-être vous avez accompli cette action automatiquement? Peut-être j'ai choisi cette place parce qu'il y avait une personne que je connaissais juste à côté, ou peut-être une émotion, peut-être un peu d'anxiété m'a traversé. Du coup, j'ai préféré choisir la place tout à côté de la sortie. Peut-être je n'ai pas choisi la place au tout milieu de l'auditoire. Peut-être pas non plus le premier rang, parce qu'on ne sait jamais, la personne qui intervient pourrait me demander de monter sur scène pour chanter « Joyeux anniversaire ». Je ne manquerai pas de le faire tout de suite. Voilà, et puis quand c'est OK pour vous, juste sortir votre porte-monnaie, le mettre devant votre... Non. Vous pouvez réouvrir les yeux. Juste, voilà, c'est une manière d'extraire déjà l'expérience personnelle et puis finalement de voir que même si on ne fait pas vraiment attention, même si on ne souffre pas d'un trouble anxieux, peut-être certains de nos comportements, même les plus anodins, sont dictés, sont un petit peu gouvernés, soit par des pensées, soit par des états émotionnels. Donc, expérience interne, contexte et comportement sont étroitement liés. S'il y a un changement de contexte, j'ai évoqué le fait que les personnes qui sont assises au premier rang venaient ici sur la scène, donc juste quelques, même pas mètres de différence. Bon, vous avez beaucoup ri, je ne sais pas si les personnes, si j'indique désigner quelqu'un, si la personne rigolerait encore, peut-être. Il se passerait, son expérience interne serait modifiée. De la même manière, quand j'étais assis à la place de Nathalie maintenant, mon expérience interne était très différente de celle qui est là maintenant. Donc le changement de contexte modifie notre état interne, donc le changement de contexte modifie aussi l'anxiété. Donc quelque part, l'anxiété, les troubles anxieux n'existent pas au-delà du contexte. On peut, justement, comme ça a été dit avant, réagir d'une manière anxieuse dans un contexte et ne pas réagir de manière anxieuse dans un autre contexte, même dans les tableaux cliniques plus sévères, même dans le trouble anxieux généralisé, qui est un peu, disons, cette anxiété qui est très pervasive, c'est le fait de se faire des soucis pour tout et pour rien, d'avoir une réaction d'alerte quasi permanente. Il y a un contexte, en tout cas un, mais en réalité plusieurs, dans lequel ces personnes fonctionnent très bien et qui ne se disent pas anxieuses, qui est justement quand les problèmes arrivent. C'est vraiment des professionnels quand les problèmes sont anticipés, avec cette capacité incroyable à générer des scénarios catastrophes, mais quand les problèmes arrivent, et puis les problèmes arrivent, hein, on ne va pas se mentir, lorsqu'on parle de troubles anxieux généralisés, souvent ces personnes disent pas de souci, j'arrive bien à composer avec ça. Donc, un contexte dans lequel même dans un tableau clinique qui peut être sévère, on arrive à bien fonctionner. Bon, ça c'était plutôt mon expérience à moi. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez ressenti, ce serait pas très fair-play de ma part. Je peux vous parler de mon expérience à moi. Voilà, il y a le cœur qui tape, des tensions, des crispations, j'avais la bouche sèche, j'ai pris un verre d'eau juste avant de venir vous parler ici. Mais comme je vous disais, ça peut changer même assez rapidement si je me déplace ou si je fais autre chose. Probablement vous l'avez reconnu, peu importe, mais c'est pas moi, hein, si jamais, c'est pas moi. Mais disons, ce mec, je ne sais pas si vous avez fait attention, même si vous ne le connaissez pas, il n'avait pas de corde, c'est pas que vous avez mal vu ou vous n'avez pas de lunettes, c'est parce qu'il n'est pas assuré, il n'a pas de corde.
Donc, il a grimpé une montagne, El Capitan, 900 à peu près mètres de haut, ça fait à peu près comme d'ici, je ne sais pas, vers la gare de Genève, à peu près, en vertical. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc. Bon, un contexte très différent du nôtre, votre contexte est déjà très différent du mien, mais son contexte à lui, c'est encore autre chose. Son expérience interne, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce serait très intéressant de pouvoir lui poser la question, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez grimpé cette montagne? Et le comportement, c'est que il a continué à grimper. On ne sait pas trop ce qu'il a ressenti, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, il a regardé en bas, il a fait un micro-sourire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être je surinterprète, mais il avait l'air assez relax. Peut-être, dans ce cas de figure, il est cool, je réutilise le terme de ma collègue de hier, mais c'est assez intéressant parce que si on cherche, on trouve des témoignages où il raconte qu'un des pires moments de sa vie, c'était quand il a dû préparer un speech, un des TED Talks justement, et il a dû se retrouver sur scène. Il a dit « Ah ben là, j'ai ressenti une peur incroyable. » Bon. On n'est pas sensible au même contexte, et le contexte justement peut changer au fil du temps, et ça peut aussi modifier nos comportements. Entre-temps, entre ce moment-là et maintenant, il a eu 2 enfants. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup moins ou il ne fait plus ce genre d'activité. Donc, quelque part, des événements de vie ou le contexte peuvent aussi, quelque part, modifier la relation entre notre expérience interne et notre comportement et peuvent influencer ce qu'on fait. Donc, peut-être son rapport à la peur a changé. Et puis, effectivement, on n'est pas tous égaux dans le même contexte. Et puis, ma réaction ce serait plutôt similaire à celle de ce monsieur. Pour comprendre les comportements, on a besoin aussi d'une autre notion pour comprendre surtout la relation entre comportement et contexte de fonction. Ce geste-là, ça ne prend pas la même signification, n'a pas la même fonction si on se retrouve, par exemple, au stade de la Praille, voir un match de Servette. Cette année, on va peut-être on va y arriver cette année. Ou si on se retrouve en plein mer avec une tempête, ou si on est au restaurant, ou si on est à New York et on est entouré de taxis, peut-être. La fonction l'intention de ce geste, il change. Et nous, en tant que psychothérapeute cognitivo-comportemental, finalement, on est plutôt spécialiste, on est plutôt intéressé, pas à l'un ou l'autre de ces éléments, mais plutôt à l'interaction de ces éléments, parce qu'ils sont inévitablement intriqués et il y a une influence réciproque entre l'un et l'autre. Lorsque tout va bien, lorsque cette relation est fonctionnelle et adaptée, finalement, les choses se passent bien dans la vie de tous les jours, ça va de manière assez fluide, et une expérience désagréable comme l'anxiété peut finalement se révéler tout à fait utile. Par exemple, ça peut nous aider justement à nous préparer si on a envie de faire une balade dans la montagne. On va choisir peut-être, si on ressent un petit quelque chose, des bottes un peu plus, qui montent un peu plus. On va surtout pas oublier les casseroles pour faire à manger, le sandwich, etc. Donc, quelque part, une fonction utile de l'anxiété quand les choses vont bien. Et on peut imaginer aussi d'autres contextes dans lesquels l'anxiété peut avoir un rôle. Juste avant la performance, ressentir le stress, voire quelque chose d'un peu plus qui va vers l'anxiété peut être utile, même dans une performance de musique ou quelque chose comme ce que je suis en train de faire maintenant, pas aussi bien que lui, le fait de parler en public. Mais malheureusement, les choses ne vont pas toujours aussi bien. Des fois, l'anxiété de quelque chose d'utile peut devenir une réaction de souffrance. Et c'est le cas des tableaux cliniques décrits par les troubles anxieux. On peut, donc désolé pour les gens qui sont sensibles à ça, on peut parler de phobie spécifique, c'est-à-dire de réaction de peur à un élément bien spécifique. L'exemple classique, c'est les araignées, mais on peut avoir peur, on peut être phobique de vraiment tout, de beurre de cacahuète, de tout. Il y a des gens qui se sont marrés à créer des noms justement pour identifier les phobies spécifiques, mais on peut aussi avoir peur des espaces ouverts ou des espaces confinés, ou justement tous ces endroits où on aurait de la difficulté à obtenir de l'aide si besoin. Ce serait plutôt le cas de l'agoraphobie. Le trouble de panique, c'est-à-dire l'objet qui fait peur, finalement, c'est ses propres réactions internes, les réactions physiologiques
qu'on peut ressentir. Ce cas de figure est, un jour, on fait ce qu'on appelle une attaque de panique, qui est une expérience très désagréable et douloureuse, mais qui n'est potentiellement pas dangereuse, c'est-à-dire un enclenchement de l'alerte générale. Il y a tout notre corps qui nous dit il y a un danger ultime. Cette expérience est fort désagréable, elle peut se réactiver dans des contextes justement où il n'y a pas de danger. Et finalement, les personnes commencent à modifier leur comportement parce qu'ils essayent d'éviter la menace, mais la menace, dans ce cas, c'est leur propre vécu interne. Donc, ils essayent d'éviter ce qu'ils ressentent, ce qui est, vous le comprenez, assez compliqué. Ou l'anxiété sociale, c'est-à-dire cette sensibilité qu'on peut avoir au regard de l'autre, la difficulté à se retrouver dans des contextes sociaux divers et variés, des soirées ou des contextes plus professionnels, ou le fait d'accomplir une tâche performance sous le regard, en tout cas l'impression qu'on a du regard de l'autre, ou encore ce que j'évoquais tout à l'heure, le trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire ces personnes qui ont cette tendance à se faire des soucis pour tout et pour rien, comme on dit, vraiment une capacité à anticiper de manière négative un peu tout. Et encore le trouble obsessionnel compulsif, ou en tout cas une partie du trouble obsessionnel compulsif, qui est ce tableau qui est caractérisé par des pensées intrusives, des obsessions et des rituels, des compulsions, des comportements répétés qu'on essaye de mettre en place pour, d'un côté, chasser ces pensées désagréables et d'autre côté, de s'apaiser la réaction émotionnelle interne qui, en tout cas dans un sous-profil de trouble obsessionnel compulsif, est souvent l'anxiété. Ces tableaux sont décrits, répertoriés, classifiés, sont des véritables troubles. Je vous ai évoqué, indiqué les principaux. Il n'est pas rare de voir des personnes qui migrent d'un diagnostic à l'autre, ou alors qui migrent au fil du temps d'un diagnostic à l'autre, ou alors qui présentent ensemble plusieurs diagnostics, c'est ce qu'on appelle la comorbidité. Finalement, ce n'est pas étonnant parce que on les différencie, mais finalement, il y a plus de points en commun que de différences. En termes psychologiques, ce qui est vrai, c'est que dans les cas de figure qu'on a évoqués, on a une tendance à anticiper de manière catastrophique la possibilité qu'un événement négatif survienne, et aussi d'anticiper de manière catastrophique les conséquences de cet événement. On a ce qu'on appelle dans les différents tableaux cette hypervigilance, c'est-à-dire une sorte de biais attentionnel vers tout ce qui peut être menaçant. Les anxieux, si ça existe, les anxieux, ont vraiment une facilité à détecter les menaces, entre guillemets. Et puis, dans tous les tableaux cliniques, on met beaucoup l'accent sur ces comportements de sécurité ou les comportements qui ont une fonction d'évitement, qui sont un des facteurs de maintien des différents troubles. Et les différences sont plutôt en lien avec le contenu de ces croyances ou les contextes qui sont en lien, comme Nathalie disait tout à l'heure, qui peuvent être en lien avec notre historique, avec des événements de vie, ou en tout cas nos sensibilités, aussi nos préférences. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Comme on a l'indiqué tout à l'heure, la thérapie cognitive et comportementale est l'une des approches qui a plus montré ses preuves en termes d'efficacité par rapport au traitement des troubles anxieux. La TCC a des caractéristiques qui se retrouvent dans le temps et d'autres qui sont injectées en fonction des résultats de la recherche et en fonction de... disons, on remet au goût du jour les interventions. Ce qui est toujours vrai, c'est que l'approche cognitivo-comportementale est une approche qui est basée sur la collaboration entre le patient et le thérapeute, et éventuellement les proches si besoin. Et on travaille en termes d'équipe, on travaille sur l'ici et maintenant, ce qui se passe ici et maintenant, on propose des tâches à domicile, et on a une approche qui est vraiment pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre des troubles anxieux? On s'intéresse à comment ça fonctionne. Donc, la question principale qu'on va poser aux patients qui consultent, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous pose problème? Quelque chose de l'ordre de l'anxiété. On va s'intéresser à son expérience interne, plus ou moins comme j'ai fait avec vous au début de cette intervention.
On va s'intéresser au contexte, dans quel contexte cela se manifeste, mais surtout, ce qui va vraiment c'est notre truc, quoi. Enfin, vraiment, ça nous attire énormément. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous trouvez dans ce cas de figure? Est-ce que vous avez un ou deux exemples de ce que vous faites quand vous vous sentez anxieux, vous êtes traversé par de l'anxiété? Respiration, super. Fort. Mal au ventre. Qu'est-ce qu'on fait? Mal au ventre, c'est ce qu'on ressent. C'est juste. Ça m'arrive aussi. On bouge beaucoup. Super, on bouge beaucoup. Ok, on se pince la joue, on bouge beaucoup, on respire. Quoi d'autre? On essaie de relativiser, super. Pardon? On mange, super. On mange. Et on mange où on picole, exactement. Bon. Probablement un valet, ça aurait été la première réponse. Mais j'adore les valaisans. Mais voilà, on fait exactement plein de choses. Chacun a les siennes, moi j'ai les miennes. Merci pour la collaboration. Finalement, on peut classer ce qu'on fait, les comportements de différentes manières. Ça en est une. On pourrait en faire d'autres. Finalement, on peut renoncer, classiquement. On peut se distraire de différentes manières. On peut prendre des substances. On peut penser de différentes manières. Essayer d'oublier, chercher la cause, etc. Plein de choses différentes. On pense penser la joue, bouger beaucoup, respirer. C'est classiquement les choses qu'on peut mettre en place, qu'on fait lorsqu'on se sent anxieux. Et dans le cadre des troubles anxieux cliniques, c'est ce qui se passe le plus souvent. Ben, super, on fait plein de choses différentes. En réalité, si on regarde bien, si on repense à ce qu'on a discuté avant par rapport à la fonction des différents comportements, ben, en réalité, on fait à peu près tout le temps la même chose. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez ce couteau, ben, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec cette marque. On fait tout le temps la même chose en réalité, avec des formes différentes, mais ce qu'on essaye de faire, c'est finalement, on essaye de se soulager, on essaye d'éviter notre réaction émotionnelle. Donc, en termes de fonction, on est en train de faire exactement la même chose. C'est super, on le fait tous, je le fais. C'est très humain. Quand ça fait mal, on a envie que ça se passe différemment. Bon. Le problème, c'est que les personnes viennent consulter, souvent parce que finalement, il y a un prix à payer. Probablement, soit on n'y arrive pas si bien que ça, probablement on arrive un peu à la limite de ce comportement-là, comme dans les dépendances, enfin, on devient un peu dépendant au soulagement, mais quand on fait trop d'un comportement, à un moment donné, on arrive aux limites de ce comportement. On essaye d'en faire encore plus, mais on n'obtient pas le même résultat. Ou alors d'autre côté, on paye les effets secondaires d'une recherche excessive de soulagement. Si j'évite, si je renonce, si j'essaie de penser, de trouver la cause, etc., peut-être je commence à perdre contact avec les choses qui sont importantes pour moi, je commence à m'isoler, je renonce à des opportunités d'emploi, ou finalement, peut-être je renonce même à des loisirs, à partir en vacances. Donc ma vie commence à se réduire, à se rétrécir. Donc, les gens viennent pour un changement en psychothérapie. Et même si, les gens viennent et nous on parle en psychothérapie, et puis quand ma mère m'a dit « mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Je dis « psychologue, je veux devenir psychothérapeute. » « Mais tu fais quoi ?» « Je vais parler avec les gens. » Ok, mais et puis je parle, voilà. Donc nous on parle et on essaye de créer des expériences, mais la particularité en psychothérapie, c'est qu'on essaye d'orienter nos discussions vers un changement. Donc c'est ça qu'on cherche. Donc les gens viennent pour un changement, et un changement chez les anxieux, paradoxalement. Alors, j'ai les deux à la maison, les deux c'est super, etc. Du coup, si la personne anxieuse arrive en séance et dit je fais que de me soulager, probablement c'est là le problème. Et il y a une surutilisation d'un comportement qui a strictement la même fonction. Et donc un véritable changement, c'est un changement en termes de fonction. Donc on va essayer de lui apprendre à faire ce qu'il est peut-être pas en mesure de faire, ou qu'il fait peu, ou pas assez, ou qu'il n'arrive pas, parce qu'il a une difficulté, il ne sait pas comment s'y prendre. Et
ça veut dire quoi, en gros? Qu'en présence de l'anxiété, on va lui apprendre à faire autre chose que diminuer son anxiété, ce qui est très compliqué. Comment on va faire pour devenir un peu plus multifonction, en quelque sorte, un peu plus flexible, un peu plus habile à choisir la réponse comportementale? On a besoin que le patient soit là, mais pas seulement physiquement, mais aussi avec son attention. Donc on va jouer avec son attention et on va essayer de lui apprendre à être ici et maintenant, même quand il y a la turbulence. On peut le faire, par exemple, avec des programmes basés sur la pleine conscience ou toute autre technique d'entraînement intentionnel pour revenir ici. On va aussi essayer, lorsqu'il y a turbulence, à orienter son attention là où c'est utile qu'elle soit orientée. Typiquement, lorsqu'on est pris par l'anxiété, on a une attention qui est portée sur soi, ce qui n'est pas très utile parce que je vais justement me rendre encore plus compte de mes réactions corporelles, ce qui va amplifier ma réaction de peur. Donc, on va essayer d'agir sur ce processus-là, ce processus attentionnel, pour les ramener ici et maintenant. À un moment donné, devenir plus flexible en présence de l'anxiété, ça voudra dire aussi se confronter à ce qui fait mal, finalement. Se confronter à ce qui fait mal, c'est un peu comme sauter de la piscine, ou si vous voulez, si vous êtes plus familier au concept d'exposition, c'est ça qu'on essaye de faire. Les expositions, on a vu plus récemment que finalement, on insiste moins sur cette idée que l'anxiété, quand elle monte, et à un moment donné, elle va s'estomper. On insiste moins sur la recherche d'habituation. Mais finalement, on a vu que l'ingrédient qui est le plus intéressant, c'est la violation des attentes, c'est-à-dire on a des hypothèses avant de se confronter à la peur, et puis quand on fait des expériences comportementales, on s'aperçoit que finalement, ce qu'on trouve n'est pas ce qu'on avait anticipé, même si la réaction physiologique reste présente. Ça n'empêche pas que d'autres comportements apparaissent, d'autres comportements d'approche. On peut faire ça de manière classique, ou on a des outils aujourd'hui qui permettent de faire ça à travers la technologie, la réalité virtuelle, ou des techniques de visioconférence qui nous permettent finalement de se retrouver dans le contexte du patient et justement de proposer des séances d'exposition qui peuvent être personnalisées pour les difficultés spécifiques du patient. Mais surtout, même si on sait que cette histoire d'exposition fonctionne finalement, est utile pour les patients, on s'est aperçu que ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est ce qui se passe avant. C'est justement quand on est là, et j'y vais ou j'y vais pas. Parce que quand on y va, ça, le boulot, il est fait. Quand le patient m'a dit « je fais ça, super, je ne sers plus à rien », c'est la partie qui vient avant, qui est la partie vraiment compliquée. Pourquoi ? Parce que finalement, sauter dans la piscine sans savoir quelle est la température de l'eau, ce n'est pas si facile que ça. Il faut avoir une bonne raison, des bonnes raisons pour le faire. Et souvent, ce qui se passe pour les patients anxieux, c'est que ce qui les motive, nous on peut utiliser le concept de valeur, qui n'est pas un concept juste abstrait, mais c'est quelque chose qu'on ressent, c'est cette idée d'avoir l'impression qu'on est à la bonne place, de faire les choses qui ont du sens et de l'importance du sens pour nous, et c'est quelque chose qu'on ressent dans les tripes, ce n'est pas seulement quelque chose de cognitif ou de conceptuel. Dans les troubles anxieux, souvent, ça, c'est les patients ont sous-exploité les comportements qui les mettent en lien avec les valeurs. Soit il y a un flou total au niveau des valeurs, on ne sait plus qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me motive, en gros. Parce que l'anxiété, elle peut prendre vraiment toute la place, elle peut colorer la vie de manière assez pervasive. Donc, d'un côté, en tant que thérapeute, on est amené soit à reconnecter les personnes avec des valeurs lorsqu'elles sont claires, soit à essayer de construire, de façonner, un peu comme des sculpteurs, finalement, leur amener à découvrir qu'est-ce qui est finalement important. Ce qui n'est pas anodin parce que finalement, l'anxiété n'est pas seulement un signe qu'il y a un danger, mais c'est aussi un signe que quelque chose est pertinent, voire qui justement est important pour nous. Si l'anxiété que je ressentais là était juste un signe de menace, probablement
je ne serai pas ici ce soir, mais probablement dans ce contexte-là, avec vous, il y a quelque chose qui pour moi est important. Donc l'autre face de l'anxiété, souvent, est caractérisée par les valeurs, par ce qui est important, et ça vaut la peine en thérapie d'aller creuser là-dessus. Et donc, finalement, même un stimulus qui peut être aversif pour certains, les araignées, peuvent se transformer et finalement être quelque chose qui peut être propulsif. Par exemple, si je vous dis ces deux dessins, l'araignée, c'est ce que j'ai dans mon bureau, c'est mon santé. C'est mon fils de 4 ans et demi qui a coloré cette araignée. Donc, si je vous dis que c'est mon fils de 4 ans et demi qui a coloré cette araignée, cette stimulus qui peut au début être aversif, ça prend déjà une autre tournure. Et si je vous dis que mon fils, vous voyez mon physique, mon fils il dit que je suis fort comme Hulk, et il le croit, et moi j'ai envie de le croire. Donc quelque part, en présence de ça, si j'active le lien que j'ai avec mon fils, l'importance qu'il a pour moi, j'active Hulk, et puis quelque part, ça m'aide d'une manière ou d'une autre à être là avec vous, même si l'anxiété, elle m'a accompagné tout le long de cette discussion avec vous. Au final, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans la thérapie cognitive et comportementale avec les troubles anxieux? C'est de redonner le choix aux patients qui finalement prennent l'autoroute très souvent, et on le fait tous, je le fais moi aussi, du soulagement, qui est une autoroute qui est assez facile à prendre, et puis on essaye de leur donner la possibilité de prendre des chemins qui peuvent être parfois plus difficiles, très difficiles, mais qui peuvent être plus utiles sur le moyen et long terme, et peuvent enrichir justement notre vie. Donc au final, l'anxiété n'existe pas indépendamment du contexte. Finalement, est utile. L'anxiété, c'est ce qu'on essaye de transmettre aux patients. Et puis en TCC, on essaye, comme je vous disais tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin de vous le répéter, on essaye d'enrichir plutôt qu'enlever. Et alors que paradoxalement, c'est ce que les patients nous demandent quand ils arrivent en thérapie, ils veulent à tout prix réduire l'anxiété. Mais peut-être, si on faisait que ça, ce serait peut-être pas, voilà, le travail ne serait pas forcément accompli. Je vous remercie beaucoup. Merci à Paolo. Et maintenant, je vous propose qu'on s'asseye ici puis qu'on va prendre quelques questions du public. Ok, alors avant de prendre les questions du public, je vais peut-être profiter pour poser une question à Nathalie et puis une autre question à Paolo. Nathalie, tu avais parlé du rôle de cortisol en fait dans la réaction au stress. Et le cortisol, si je me trompe, il a un rôle aussi de rétrofeedback qui va atténuer en fait le stress et l'anxiété. Et je me demandais si on sait si ce rôle-là est peut-être perturbé chez les personnes qui souffrent de troubles anxieux ou pas. Alors effectivement, un des rôles du cortisol, c'est de... Peut-être peu près de... Non, c'est bon, ouais. Ouais. Oui, effectivement, oui, ça marche mieux. Le cortisol exerce un rétrocontrôle inhibiteur sur l'hypothalamus et en fait qui va permettre de réduire petit à petit sa propre production. Et on sait que dans l'anxiété et puis dans la dépression, qui est un trouble quand même différent, il peut y avoir justement un déficit de ce rétrocontrôle inhibiteur. Et ce qui va bien sûr péjorer d'autant plus les symptômes physiques et les symptômes de l'anxiété. Et on sait aussi que, donc, outre ce défaut de contrôle inhibiteur, des forts taux de cortisol circulant peuvent avoir un effet toxique pour le cerveau. Et on sait par exemple qu'on peut avoir une des caractéristiques alors, qui est observée dans l'anxiété, cette fameuse réduction du volume de certaines structures cérébrales comme l'hippocampe,
qui est impliqué dans le contexte, et on a vu l'importance du contexte pour manifester les symptômes ou l'anxiété. Donc, ça pourrait contribuer justement à aggraver le problème. Okay. Et puis moi, j'avais une question pour Paolo. En fait, les troubles anxieux, on ne les trouve pas trop chez les petits-enfants, il me semble. Hein. C'est plutôt quelque chose qui se développe peut-être en fin d'enfance ou au début d'adolescence. Est-ce qu'on sait déjà à partir de quand on les voit apparaître et s'il y a des facteurs déclenchants ou si c'est simplement la maturation du cerveau qui fait que tout d'un coup, on voit apparaître ces problèmes? Alors, je pense qu'il est toujours... Oui, il est toujours... C'est mieux ça. Ok. Vous m'entendez? Oui, ok, super. Je pense que ça dépend de quel trouble anxieux on parle, mais typiquement c'est quelque chose qui peut apparaître, par exemple si on prend la trouble d'anxiété sociale, fin de l'enfance, au début de l'adolescence, c'est une période critique, mais aussi le début de l'âge adulte. Je ne suis pas spécialiste des enfants, mais je crois savoir on peut retrouver en tout cas de l'anxiété ou des périodes qui peuvent mimer les caractéristiques de troubles anxieux, même chez les enfants. Par rapport au est-ce qu'il y a un événement déclenchant, ça dépend. Souvent, la réponse ça dépend, c'est un peu une constante dans ce cas de figure. Parfois oui, et on arrive même à identifier soit une période critique, soit un événement bien précis qui déclenche. Parfois pas. J'ajouterais que parfois ce n'est même pas très utile de s'improber dans une recherche de facteurs déclenchants. Ça n'est pas toujours utile pour aller mieux, en quelque sorte. Mais probablement qu'il y a aussi une composante biologique, cérébrale, chez certaines personnes qui peut prendre justement une proportion majeure. Je pense que ça dépend. Ok. Alors, on va prendre des questions du public. Alors, il y a une question ici tout en bas. Oui. Bonsoir. Je voulais savoir, en termes de thérapie, pourquoi aujourd'hui, moi-même j'ai changé pas mal de psychiatres et de psychologues et je ne vois pas pourquoi, justement, on ne s'intéresse pas d'abord au cortisol, aux façons de manger, je dirais, parce que l'acidité, ça rend pas mal anxieux aussi. Je ne vois pas pourquoi d'abord ils ne font pas ces tests-là avant de prescrire les antidépresseurs ou voilà. Et est-ce que voilà, ça c'est ma première question. Et puis la deuxième question, ce serait est-ce que le TCC sera la réponse à anxiété, bipolarité et TDAH? Voilà, merci. Alors pour la première question, ça dépend encore une fois. Je ne suis pas spécialiste des approches médicamenteuses et puis je ne vais pas faire passer le message que par rapport à ma présentation que l'approche médicamenteuse n'est pas intéressante dans le cadre des troubles anxieux. Parfois c'est utile, parfois même c'est nécessaire, mais probablement que si on se limite à ça, on perd une bonne partie de ce qui est vraiment utile pour les patients. Je peux parler de mon expérience à moi, c'est-à-dire avec les collègues qui sont les miennes, qui sont des psychiatres qui prescrivent des médicaments. Leur manière de faire est certainement une manière très professionnelle. Donc, lorsqu'ils prescrivent un médicament, ça peut être un traitement antidépresseur ou autre, avant de le prescrire, ils font tous les tests qui sont nécessaires. Je ne sais pas si dans votre expérience, si vous avez eu des expériences différentes ailleurs, ça je peux pas me prononcer. Par rapport à la TCC, le TDAH et la bipolarité, vous avez dit, la TCC est certainement une approche qui a montré ses preuves pour les troubles anxieux. C'est aussi, il faut aussi dire que la TCC est aussi une approche théorique et thérapeutique qui donne beaucoup d'importance aux études et à tester ces méthodes. Ce qui ne veut pas dire que d'autres approches ne seraient pas utiles, justement. Mais, pour la TCC, on le sait.
pour le TDAH, je crois qu'il y a eu Nader Perrou qui a parlé dans le cadre de cette semaine et que je pense qu'il a donné beaucoup de détails. La TCC est une approche qui est associée à l'approche médicamenteuse qui est proposée dans le cadre du TDAH. Pour la bipolarité aussi, mais dans la bipolarité, on sait que l'aspect pharmacologique est aussi très important dans la stabilisation de l'humeur, mais je ne suis pas spécialiste ni du TDAH ni des troubles bipolaires, donc à prendre ces deux réflexions avec des pincettes. Ok, très bien. D'autres questions? Alors, ici, madame. Oui. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer si ce qu'on a pu observer sur votre image du cerveau et des altérations cérébrales qui accompagnent l'anxiété, est-ce qu'on sait si c'est plutôt la cause ou plutôt la conséquence de ces altérations, l'anxiété? Alors là, c'est une question qui est centrale à beaucoup de maladies mentales. L'anxiété, la dépression, est-ce que c'est une conséquence d'un état ou est-ce que c'est l'idée? Alors ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Dans beaucoup de troubles mentaux, on sait qu'il y a une grande composante génétique. Donc on peut être prédisposé à développer un trouble mental, et l'anxiété, les désordres anxieux font partie des maladies qui ont une composante génétique. Ça ne veut pas dire que on va développer qu'il y a un gène qui est identifié. L'idée, c'est que sur un terrain génétique de vulnérabilité, des événements dans notre vie personnelle peuvent en fait déclencher le désordre. Alors, ça peut être un traumatisme, un stress continu, etc. Et pour répondre à votre question, dans ces conditions, c'est très difficile de pouvoir évaluer quelqu'un ou de pouvoir mesurer des altérations, qu'elles soient d'activité ou de structurelles dans le cerveau, chez quelqu'un qui n'a pas encore développé la maladie. Et donc, en fait, c'est une question... Alors, l'anxiété, c'est pas considéré comme une maladie neurodéveloppementale, comme par exemple la schizophrénie, etc. On peut penser que dans ces maladies-là, il y a peut-être des altérations cérébrales avant l'apparition des premiers symptômes. Pour l'anxiété, est-ce que je sais non, on n'a pas vraiment de réponse. Et c'est très difficile de savoir si... Alors, moi, je suis un chercheur où je fais à la fois des neurosciences fondamentales et de la psychiatrie, donc j'ai un peu les deux casquettes, on va dire. Et c'est vrai que dans la plupart des maladies, on peut avoir des modèles chez l'animal qui vont justement nous permettre de répondre à ces questions. Pour des maladies comme l'anxiété, avoir un modèle et savoir si on peut étudier de façon dynamique des animaux dont on sait qu'ils vont déclencher des mécanismes d'anxiété. Donc pour répondre à votre question, on n'en sait rien. Ok, très bien. D'autres questions? Alors, attendez. Monsieur ici, là? Oui, monsieur là. Et il y avait madame après. Oui. Monsieur, oui. Merci. Une question à madame Kevert. Est-ce que vous avez parlé de neurotransmetteurs? Est-ce qu'il y a des neurotransmetteurs spécifiques pour chacune des émotions, colère, joie, peur, tristesse? Est-ce qu'on peut spécifier les neurotransmetteurs issus des noyaux du tronc cérébral qui produisent ces différentes émotions? Alors, il y a des neurotransmetteurs qui sont plus spécifiquement impliqués dans certaines émotions.
par exemple, dans la joie, dans le plaisir, on sait qu'il y a un neurotransmetteur qui est très impliqué, c'est la dopamine, par exemple. Donc ça, c'est un neurotransmetteur qui est dans l'humeur. On pense que la sérotonine joue un rôle prépondérant, et ça, on le sait parce que on sait que, par exemple, la plupart des médicaments qui vont diminuer les symptômes de tristesse, de dépression, etc., sont des molécules qui vont augmenter les taux de sérotonine dans le cerveau. Donc on a comme ça certains, alors on ne peut pas parler vraiment de sentiments, mais on a des traits, de caractères, peut-être des sentiments qui sont liés à des neurotransmetteurs plus spécifiques et à une action même parfois qui est localisée à des structures cérébrales bien particulières. On sait par exemple que le plaisir, il est lié à l'augmentation des taux de dopamine dans une structure qu'on appelle le noyau accumbens, qui est considéré comme le centre du plaisir. Donc ça, il y a des sentiments comme ça, comme vous les appelez, qu'on comprend mieux. Pour tout ce qui est tristesse, etc., c'est plus la sérotonine dans des noyaux qui seraient moins produites par des noyaux qu'on appelle les noyaux du Raphet, qui sont dans le tronc cérébral. Mais un seul neurotransmetteur ne va pas rendre compte d'un sentiment ou d'un... souvent, chaque fonction va être liée à un neurotransmetteur particulier, mais ce neurotransmetteur va être modulé par les autres neurotransmetteurs. On sait que, par exemple, la dopamine va moduler la sérotonine, tout comme la sérotonine, la neurotransmission sérotoninergique est modulée par la transmission dopaminergique. Ok. Question ici, monsieur, oui. Une question rapide. En fait, on a vu que l'amygdale, visiblement, il y en avait deux, spécifiquement dans le cas de cette personne qui avait des calcifications. Est-ce que l'hippocampe et l'amygdale est en double, supposément? Est-ce qu'il y a un jeu particulier sur l'hémisphère droit et sur l'hémisphère gauche? Je n'ai pas bien entendu votre question. Est-ce que l'amygdale est en double, étant oui. donné que visiblement elle est sur un hémisphère et sur l'autre? Est-ce que toutes les deux elles peuvent rentrer en corrélation, et est-ce qu'elles ont un rôle particulier à gauche ou à droite? Comme on sait que le cerveau gauche a un rôle particulier, le cerveau droit un autre. Alors non, pour ce qui concerne l'amygdale, je pense pas, j'ai pas de données qui montrent qu'elles auraient spécifiquement un rôle particulier à gauche et à droite. On sait par contre que pour avoir une extinction, une perte complète de la capacité à éprouver de la peur, il faut qu'il y ait une lésion des deux amygdales. Donc une lésion, alors ça peut arriver dans le cadre d'un AVC par exemple, une lésion unilatérale de l'amygdale ne va pas oblitérer complètement le sentiment de peur. Pour ce qui est de l'hippocampe, par contre, on sait que l'hippocampe gauche peut avoir une fonction qui est plus dans la mémoire spatiale, l'orientation du corps dans l'espace. Il peut y avoir des petites distinctions, mais généralement, les deux structures en bilatéral sont en fait complémentaires les unes des autres. Et ce qui est intéressant, alors ça je ne l'ai pas dit, mais moi je trouve ça fascinant, c'est que par exemple, je vous ai parlé de ces deux noyaux, donc amygdale et hippocampe, qui sont vraiment très très liés. Donc l'un l'amygdale qui comprend ou qui est plus responsable de la mémoire émotionnelle, et puis l'hippocampe qui est plus responsable de la mémoire des connaissances. Quelqu'un qui, par exemple, alors pas dans le cadre d'une lésion ou d'une maladie congénitale, mais quelqu'un qui, par exemple, dans une maladie dégénérative ou autre, va avoir une lésion, donc quelqu'un qui sait ce que c'est la peur et qui va avoir une lésion de l'amygdale, cette personne qui a une lésion de l'amygdale, si elle voit un serpent,
elle ne va pas éprouver de réponse de peur, mais son hippocampe va lui dire qu'elle devrait avoir peur. Donc il y a un danger, elle sait qu'il y a un danger, mais elle est incapable d'avoir peur. Et inversement, quelqu'un qui a des lésions de l'hippocampe, vraiment spécifiques, mais qui a une amygdale qui fonctionne, en fait, il voit un serpent, il a peur, il s'en va en courant, mais il ne sait pas pourquoi. Donc ça vous démontre bien le lien très très étroit entre ces deux structures et qui est crucial pour justement pouvoir fonctionner normalement. Très bien, oui, madame ici. Oui, bonsoir. Donc, est-ce que l'anxiété, ça s'apprend? Vous avez parlé tout à l'heure de facteurs génétiques. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, étudié des familles d'anxieux? Je pense que ça peut s'apprendre de plusieurs. Je pense que ça peut s'apprendre de plusieurs manières. Une, c'est par l'observation. Si on est, on va pas mettre la faute toujours sur les parents, mais si on a des parents qui sont anxieux ou qui ont des comportements qu'on pourrait définir comme anxieux, on est exposé à ce modèle-là. Donc c'est comme n'importe quel autre type de comportement, on peut apprendre à réagir avec une réaction d'éloignement en présence de certaines stimuli. Donc clairement, oui, ça peut s'apprendre. Donc il y a, oui, probablement une composante génétique, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut développer par apprentissage. Mais on peut, et ça c'est l'espoir du thérapeute, on peut aussi apprendre, à côté de cette réaction d'éloignement, apprendre des comportements justement d'approche, en inhibant les autres. Oui, très bien. Ici, les questions là. Oui, madame. Oui. Je vois pas, je vois rien. Moi, j'ai la voix qui porte. Je voulais poser une question, à monsieur. Dans l'anxiété non contextuelle, je voulais savoir quels étaient les moyens de soulagement dans une thérapie comportementale cognitive. Quelle voie il y a ouais. Qu'est-ce que vous entendez par anxiété non contextuelle? Vous expliquiez qu'il y avait de l'anxiété contextuelle, donc d'être dans un contexte, et puis on peut avoir je ne sais pas, par exemple, être enfermé dans un ascenseur, et puis tout à coup, on a un sentiment d'être enfermé, donc d'être claustrophobe. Maintenant, quand on n'est pas dans une situation contextuelle, mais qu'on est anxieux, parce que je ne sais pas comment expliquer, on peut être anxieux sans être dans un contexte. Quelles sont les voies? Parce que souvent, on a tendance à se soulager, comme on a pu l'évoquer, que ça peut être la nourriture, la cigarette ou des tas d'autres trucs ou des médicaments. Quelles sont les voies thérapeutiques, comportementales, TCC, là, je ne sais pas comment... Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas. Alors, je l'ai probablement mal exprimé, mais le message que vous voulez faire passer, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que on est toujours inséré dans un contexte. On peut pas. L'anxiété est toujours insérée dans un contexte. On est toujours quelque part avec quelqu'un, et si on est avec personne, ou nulle part, ce qui n'existe pas, on a toujours un contexte qui est notre contexte interne. Donc, en présence de nos pensées ou de nos sensations qui ne sont pas forcément en lien avec l'anxiété, mais qui peuvent enclencher une réponse anxieuse. Donc, on est toujours immergé dans un contexte. Pour les stratégies de soulagement, j'en ai pas parlé parce que justement les anxieux sont... quand je parle des anxieux, voilà, je me mets dedans, c'est pas que je veux faire des classes, mais les anxieux sont des experts de stratégies de soulagement. Donc, souvent, on n'a pas grand-chose à leur apprendre, surtout qu'il y a Internet, donc on tape stratégie de régulation d'eux, et puis on a tout un panoplie de techniques qu'on peut appliquer. C'est vrai que nous, en tant que thérapeute cognitive ou comportemental, on peut aussi proposer, ça nous arrive de le faire, et c'est pas qu'on est allergique au soulagement, des stratégies, par exemple, de relaxation de différentes sortes, ou conseiller certains produits, certains médicaments même. Mais c'est pas disons la cible, paradoxalement, c'est pas le point d'attaque principal pour les troubles anxieux.
ça dépend ce que vous entendez par un état négatif. Oui, c'est vrai, et l'inverse est vrai aussi. Certaines personnes étaient très contentes d'être enfermées, par exemple, pendant le confinement. Je pense par exemple à des personnes qui ont sensibilité à l'anxiété sociale. Justement, le fait de se retrouver chez eux et de ne pas justement être obligé d'être en contact avec les autres, c'était justement un soulagement. Ou si on pense à certains profils de troubles obsessionnels compulsifs, qui ont de la difficulté, par exemple, avec tout ce qui peut potentiellement les contaminer, étaient très contents de pouvoir rester à la maison, ou alors de pouvoir dédouaner des comportements qu'ils font ou qu'ils faisaient dans d'autres contextes. Par exemple, se laver les mains à répétition ou ouvrir les portes avec un mouchoir. Pendant le Covid, c'est devenu quelque chose de normal. Donc ça peut aussi l'aider. Ok, on va prendre une autre question. Oui, ici, là-bas. Okay. Vous avez parlé les deux de l'utilité et de l'anxiété. Et je comprends l'utilité dans un contexte potentiellement dangereux, par exemple un serpent ou on est dans une forêt, quelque chose de potentiellement dangereux. Mais je voulais demander, c'est quoi l'utilité de l'anxiété sociale, où il n'y a pas un vrai danger? Pourquoi on l'a développé? Je ne vais pas rentrer dans l'évolution, mais je suis juste curieux de savoir son utilité, s'il y a. Alors, je serai la personne qui a posé la question. C'est moi. Ok, vous êtes vraiment pile en face. Lumière. Je ne sais pas s'il y a une utilité il y a une utilité dans l'anxiété, dans les troubles anxieux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours une utilité. Mais dans l'anxiété sociale, oui, il y a un danger potentiel, et c'est probablement un danger qui va avec nos temps. Dans les contextes sociaux, notre image de nous, c'est ça qui est exposé. Et puis, potentiellement, la menace pourrait être justement vis-à-vis de cette image de nous. Donc, pas la même menace que quand on se retrouve dans la forêt et puis il y a un animal qui veut nous attaquer, mais c'est quelque chose de plus de ce qu'on renvoie à l'autre dans cette société qui a des standards, des critères, etc. ou la performance. Ok, une question ici. Ouais. Oui, bonsoir. Parmi les troubles anxieux, il y a ce cas particulier de la phobie du sang. Et je voulais savoir si, pour madame, si on sait un petit peu ce qui se passe de particulier, de spécifique au niveau cérébral, pour que ça soit au fond la seule phobie où les gens peuvent faire des syncopes. Donc, est-ce qu'on en sait un peu plus au niveau de la physiopathologie cérébrale? Et puis pour monsieur, pour cette même phobie du sang, je ne sais pas si vous avez un peu d'expérience clinique, est-ce qu'on retrouve régulièrement des traumas, des gens qui ont été exposés à des accidents avec beaucoup de sang? Est-ce que dans ce cas-là, la TCC reste votre premier choix, ou est-ce que vous travaillez spécifiquement sur le trauma d'origine? Merci. Alors pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'éléments, mais à mon avis, il n'y a pas vraiment de différence dans les mécanismes cérébraux qui expliqueraient une phobie particulière. Moi, je verrais plus ça par une dérégulation d'un système qui est focalisé là sur la vue du sang ou sur le sang, mais je pense pas que une phobie particulière soit liée avec une altération ou mécanistique, neurobiologique particulière. C'est juste que pour certaines personnes, c'est la phobie des araignées, pour d'autres personnes, c'est la phobie du sang. Pourquoi? Est-ce qu'il y a alors ça, c'est peut-être plus au niveau psychologique. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de développer une phobie envers un stimulus particulier qu'un autre? Mais je ne pense pas, à mon avis. En fait, les mécanismes sont les mêmes. Alors, on ne comprend pas pourquoi un stimulus particulier induit une phobie chez quelqu'un, mais je pense que les mécanismes, c'est les mêmes.
Vous avez évoqué les traumas et vous demandiez si on retrouve régulièrement dans le cas de phobie du sang des événements traumatiques. Je ne sais pas si régulièrement, je n'ai pas en tête des statistiques à ce sujet. Je pense que ça pourrait être le cas. Donc la réponse nuancée est souvent la plus prudente dans ce cas de figure. Si c'est le cas, est-ce qu'on aborderait la chose d'une manière différente? Ça dépend. Est-ce que l'événement traumatique a généré une réponse qui pourrait s'inscrire dans quelque chose de plus complexe ou qui pourrait ressembler justement à un PTSD, un état de stress post-traumatique avec d'autres symptômes associés? Alors dans ce cas, on s'orienterait plutôt pour une prise en charge spécifique au niveau trauma, ce qui peut être fait aussi selon la grille de lecture de la thérapie cognitive comportementale. Si c'est un événement, disons, traumatique ou traumatisant, mais qui n'a pas généré un PTSD caractérisé, on pourrait prendre ça comme un événement déclencheur et puis aborder ça d'un point de vue, comme on l'a décrit tout à l'heure, ou d'une manière classique avec des stratégies d'exposition. Et effectivement, on peut apprendre soit par des expériences traumatiques, on peut développer ce type de phobie comme d'autres aussi, parce que on a entendu dire que tel ou tel a eu une mauvaise expérience avec la prise de sang, et puis par association, on peut, si on est dans un moment peut-être de faiblesse qui n'a rien à voir avec cette information, on peut associer ça avec une réponse anxieuse et puis développer aussi une réponse anxieuse ou disons, aversive à ce genre de stimuli. Alors on va prendre une dernière question. Madame là-bas, oui. Bonjour. Donc je voulais vous demander, vous parliez de pleine conscience et je me demandais en venant ici quelle était la place des thérapies par psychédéliques pour l'anxiété dans les neurosciences et dans les TCC. Juste la première partie sur la pleine conscience, c'était une question où... Ah voilà, ok, donc c'était l'introduction. Non, juste parce que je serais mieux répondre sur la pleine conscience et moins bien sur les psychédéliques, donc c'est dommage pour moi. Non, je crois, à ma connaissance, les études, déjà les études qui investiguent les effets des psychédéliques en psychiatrie sont en pleine expansion, mais on n'a pas encore des résultats qui sont très bien délimités. Et je pense en particulier pour l'anxiété, je crois que ce qui a été investigué et peut-être montré, c'est un effet sur l'anxiété, par exemple, dans le cas de diagnostic avec un pronostic vital qui est en jeu. Dans ce genre de cas de figure où l'anxiété, justement, est clairement en lien avec le fait que peut-être on va sûrement mourir. Là, il y a des études qui ont montré peut-être une efficacité, mais c'est encore une fois à prendre avec les pincettes. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres études qui ont été faites sur d'autres tableaux cliniques de troubles anxieux caractérisés comme on a évoqué. Mais Gabriel Torrens et Louise Penzachalder de l'addictologie aux HEG sont deux personnes de référence si vous voulez vous renseigner sur ce sujet. Donc psychédélique, c'est leur truc. Ok, je remercie nos intervenants, je remercie aussi de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée.